Bonjour Xavier, bonjour Lola, merci beaucoup de nous recevoir ici à la Maison de la Conversation. Alors pour ceux qui ne seraient pas au courant, qu'est-ce que la Maison de la Conversation? Alors c'est un tiers-lieu d'innovation sociale qui a pour vocation de recréer du lien dans la société, dans une société qui est très divisée. Et pour recréer du lien, quoi de plus simple que de mettre les gens en conversation. Et ce qu'on fait, c'est pas donner des sujets de conversation, mais c'est de recréer le contexte, le cadre d'une conversation. On fait des dispositifs de conversation qu'on invente, qu'on expérimente avec les gens et ensuite qu'on promeut. Les dispositifs, ils sont aussi variés que les gens qu'on rencontre et qui veulent aussi faire des choses chez nous. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on a fait un dispositif qui s'appelle la bibliothèque vivante, où pour lutter contre les préjugés, on pouvait prendre un livre qui était une personne victime de préjugés et qui racontait en 20 minutes son histoire, que ce soit une personne handicapée, un policier, parce qu'il peut être aussi victime de préjugés, une expérience humaine incroyable qui peut être reproduite ensuite à d'autres endroits. On travaille aussi sur comment bien converser. Et là, avec Lola, nous avons organisé une série de cours sur le thème débattre sans se battre. Parce qu'une bonne conversation, c'est pas forcément être d'accord avec l'autre, mais c'est de pouvoir confronter des idées pour faire avancer les choses. Absolument. Et sans conflit. Ah oui, sans conflit, exactement. Le dialogue, c'est évidemment le plus important, je pense, pour comprendre l'autre et surtout se mettre à la place des autres. Donc je pense que c'est un petit peu ce que vous faites. Donc quel type d'événement est-ce que vous organisez ici? Comment est-ce que vous arrivez justement à organiser ces dialogues? Alors justement, on a des événements. On peut avoir des festivals, des expositions, des manifestations culturelles, pluridisciplinaires. On a aussi des grands moments de rencontre qui se passent dans cette salle-là, qui sont des rendez-vous réguliers, comme voilà ce cycle d'ateliers qui a une vocation à être programmé régulièrement à la Maison de la Conversation, des rencontres thématiques. Ce soir, on parle d'eux. Les sujets viennent des habitants. C'est eux qui nous font part des sujets qui sont importants pour eux à traiter. Et nous, on est ici et on les traite avec des experts. C'est une grande conversation qui a un déroulé, un début, une fin. Et chacun est libre de s'exprimer, d'exprimer ses opinions, ses idées, ses envies. Par exemple, il y a quelques jours, Lola a organisé une rencontre sur le thème de l'identité. On est dans un des quartiers les plus mixtes de Paris et les plus pauvres de France, un quartier prioritaire de la ville, sur lequel ces sujets sont très sensibles, d'autant plus que dans une période d'élection, la thématique de l'identité est un sujet très politique. Et sont venus des gens du quartier, pour beaucoup sans doute assez discriminés, avec nos partenaires associatifs qui les ont amenés, et vous avez eu un moment d'échange très profond, très intense, très ouvert, alors qu'au départ ils étaient peut-être un peu méfiants, sur cette thématique. Donc on contribue à faire avancer des sujets parfois conflictuels pour les rendre écoutables, intéressants et inspirants. Voilà. On a des rencontres ponctuelles aussi. Par exemple, ce soir est en train de s'organiser la soirée de la Fabrique des Récits avec l'ADEME sur les différents scénarios de transition de 2050. Et puis on a aussi des ateliers artistiques et des ateliers découvertes. L'idée, c'est de développer des compétences en pratiquant diverses disciplines. Voilà. En arrivant ici, on a été demandé aux habitants quels étaient leurs grands sujets. Donc, accès à l'activité professionnelle, comment ne pas être isolé, comment être reconnu. Donc, à partir de ces thématiques-là, on a mis en place notre programmation et on a mis en place aussi un baromètre d'impact social pour mesurer l'impact de la Maison de la Conversation et de l'effet des conversations dans le quartier. Super. Et donc, vous avez mentionné le quartier à plusieurs reprises. La Maison de la Conversation se situe dans un lieu spécifique. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu sur pourquoi il est ici ? Alors, on est dans un quartier frontière, c'est-à-dire que là, on est tout à fait au bout de Paris. De l'autre côté, il y a le périphérique, qui est la ceinture autour de Paris. Il y a un autre quartier qui s'appelle Saint-Ouen.
Saint-Denis, c'est le nord de Paris, il y avait les Jeux Olympiques en 2024. C'est un quartier très pauvre, le 5e quartier le plus pauvre de France, hein, comme je le disais, avec beaucoup de communautés, beaucoup de tensions, des migrants qui sont juste sous le pont qui est à côté. Voilà. Et quelque part, c'est un quartier qui est en même temps très riche de ses diversités culturelles, très créatif, et qui avait besoin d'avoir un endroit qui valorise aussi ces gens-là, qui redonne et qui donne envie de venir ici. Nous, on se dit, non seulement on travaille pour le quartier, ça c'est notre premier sujet, mais on veut faire venir dans le quartier des gens qui ne viendraient pas naturellement ici, parce que le quartier reste encore très stigmatisé, même si on est dans un endroit très beau, qui a bénéficié de crédits de la ville et du gouvernement, mais néanmoins, ça reste un quartier qui a besoin de conversation et de rentrer en conversation avec d'autres univers. Et si je peux me permettre, les rencontres littéraires, c'est aussi exactement sur ce principe-là. On invite des auteurs qui ont une actualité littéraire. On a reçu David Fuenquinos, on a reçu Catherine Cusset, Justine Lévy. Ils viennent dans ce quartier-là. D'habitude, c'est vrai que les auteurs, les artistes qui ont une notoriété ne se déplacent pas dans ces quartiers. Et on apporte la culture aussi dans ce quartier. Bah, écoutez, c'est génial. Une question qui me taraude, quel type de synergie vous arrivez du coup à créer avec ces conversations? Qu'est-ce qui émane de ce que vous arrivez à organiser ici? Quelle est la prochaine étape, j'ai envie de dire? Qu'est-ce qui émane? J'ai envie de dire tout, c'est l'intelligence collective. Et c'est la base de la maison de la conversation. Donc, par exemple, là, en 2022, on a pris un fil rouge que Lola a conçu pour construire notre programmation culturelle qui s'appelle la saison citoyenne. Et en fait, toutes ces rencontres sont destinées, en France, c'est les élections présidentielles et les élections législatives cette année. Et cette programmation est là pour redonner envie de participer au débat démocratique dans un quartier, parce que la démocratie, c'est la base d'une grande conversation, où chaque voix compte, et donner envie, dans ce quartier, de participer au débat démocratique. Dans le bureau de vote, ici, il y a 142 personnes qui votent, alors qu'en moyenne, à Paris, c'est 700 à 800 personnes. Et les 142 personnes qui votent, on pense que c'est peut-être 100 personnes très extrêmes dans leur vote, soit d'un côté, soit de l'autre, qui s'impliquent. Nous, on est apolitique, mais pour nous, ce qui est important, c'est que justement, la politique, ça soit une participation et la valeur démocratique est au centre de notre démarche. Ça, c'est la saison 2022. En 2023, on ira explorer un autre thème avec notre programmation. Donc vraiment, on développe. Nous, ce qu'on veut, c'est développer la culture conversationnelle et en faire un commun. Un commun, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est que la programmation est gratuite, ouverte à tous, et du coup, elle permet d'avoir un impact dans l'esprit et la culture des gens. Et donc, en parlant d'impact, est-ce que vous avez déjà témoigné, ça fait pas longtemps que la Maison de la Conversation existe, mais est-ce que vous avez déjà vu des grands résultats? Est-ce que vous avez reçu, je sais pas, des commentaires, Alors, un grand résultat, c'est un peu tôt pour le dire. En tout cas, une mobilisation des habitants, oui, ça commence. On commence à être connus dans le quartier. On commence à avoir vraiment des habitants du quartier qui se déplacent pour venir participer à la programmation. Donc ça, oui, c'est déjà le premier impact visible. L'impact aussi, c'est sur l'équipe. C'est un projet qui s'est lancé un peu rapidement, comme ça, et petit à petit, nous, on a créé une communauté d'une dizaine de personnes très impliquées dans le projet. Et ça, c'est déjà un résultat, pour moi, extrêmement tangible. Les gens viennent, la collectivité, la mairie, le conseil régional, tout le monde commence à regarder ce qui se passe, les médias commencent à venir. Et justement, on n'a pas voulu médiatiser le projet pour vraiment d'abord s'implanter dans le quartier et pas être déconnecté, parce qu'on n'est pas du quartier. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir les associations locales pour construire avec elles la programmation. Tu vois, rentrer petit à petit avec douceur, délicatesse, trouver les relais qui comprennent ce qu'on fait. C'est pas facile à expliquer. La conversation, on n'a pas besoin de toi pour faire de la conversation. Et alors que le monde où on est tellement fracturé, est tellement difficile. On est quand même dans la société du clash, des fake news, etc. Et nous, on pense que c'est un sujet prioritaire. D'ailleurs, vous avez 5 valeurs pour la conversation. Pourquoi vous avez choisi ces valeurs? Alors, on a... Quelles sont-elles? Quelles sont-elles? Donc, on a
on a beaucoup travaillé sur le sujet de la conversation. C'est quoi une conversation et c'est quoi les conditions d'une conversation? C'est quoi le succès d'une conversation? Et ces valeurs que je vais vous montrer, je ne sais pas si je peux les montrer, elles sont sur le panneau qui est là. Elles sont tellement importantes qu'on a fait récemment ce panneau. C'est l'égalité. Une conversation, c'est chacun, la parole de l'un vaut la parole de l'autre. S'il y a un rapport de domination, il n'y a pas de conversation. Ça crée une distorsion. C'est la sérendipité. Alors c'est un mot un peu compliqué. Ça veut dire je vais découvrir dans une conversation quelque chose que je n'attendais pas. Donc je suis ouvert à l'écoute et j'accepte de découvrir et de créer quelque chose avec l'autre. Et c'est là un principe de grande créativité. Il y a la convivialité, c'est-à-dire que la conversation sans le plaisir de la rencontre, c'est pas la même chose, hein. On n'y arrive pas. Il y a toujours cet enthousiasme, hein, qui doit être là. L'utilité. Une conversation, c'est pas juste futile. D'ailleurs, la plupart des conversations, elles passent à travers les gestes et pas même à travers les mots. Donc, la conversation, c'est un échange très qualitatif qui permet de se connecter et de créer un lien avec l'autre, de lui apporter quelque chose et de recevoir quelque chose. On est dans le don et contre-don. Et enfin, l'inclusion, c'est-à-dire que les conversations, pour refléter la complexité du monde et y répondre, doivent inclure toutes les parties prenantes et toutes les personnes qui font la communauté dans laquelle on est. Et donc pour nous, ça c'est un sujet très important d'avoir une représentation homme-femme, tous les pays, toutes les cultures, toutes les religions, tous les points de vue qui viennent ici, du moment où ils ne vont pas exclure les autres, bien évidemment. Et pour l'instant, les gens qui voient Maison de la Conversation viennent assez spontanément et sont dans cet état d'esprit. Ça, c'est quelque chose qui est pas mal. Et oui, on va parler, si vous le voulez bien, de votre parcours et peut-être ce qui vous a amené à lancer la Maison de la Conversation. Qu'est-ce que vous avez pu voir tout au long de votre parcours professionnel qui vous a fait peut-être prendre conscience qu'il y avait une fracture au niveau social, mais à d'autres niveaux aussi? Est-ce que vous pouvez partager votre perspective par rapport à ça? Mon premier métier, c'était journaliste. Donc j'ai pas mal voyagé, j'ai rencontré beaucoup de monde et j'ai découvert, hein, comme vous le faites aujourd'hui. Et après, je me suis associé dans une agence de communication. Et là, j'ai découvert un autre monde, qui était le monde des organisations, des entreprises, des institutions. Et il y a un truc qui m'a énormément frappé, c'est le cloisonnement de ces organisations, d'un étage à l'autre, d'une porte à l'autre. Les gens étaient complètement divisés dans leur représentation, n'arrivaient pas à collaborer. C'est complètement incroyable, ce manque de curiosité et d'ouverture, hein. On va dire que le système Taylori, c'est un peu... voilà. Et ça m'a toujours vraiment choqué. Et à un moment... en étant associé de l'agence, je me suis dit que le sujet de l'agence, c'était de créer de la conversation et de ne pas communiquer en diffusant un message, mais en créant des liens. Et je me suis aperçu que c'était difficile à mettre en place, et en voyageant, en étudiant des communautés, hein, je suis parti dans un collectif qui s'appelle Colive, qui travaille sur le co-living. Et du coup, je suis allé aux États-Unis, en Suisse, à Zurich, voir des communautés qui avaient créé des co-living. Et du coup, j'ai vu d'autres manières de fonctionner. Je suis parti en Israël voir des kibbutz. Je suis parti dans un festival que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Burning Man. Et tout ça, ça m'a donné des idées incroyables pour se dire, on peut se connecter aux autres autrement, avec des règles très simples, aussi simples que ces cinq valeurs. Et aujourd'hui, je trouve, on est au contact de beaucoup de personnes qui sont dans cette dynamique-là, et c'est cette inspiration qui m'a fait dire, le tiers-lieu, créer un tiers-lieu, c'est le cadre pour une conversation, ça va être la meilleure façon de faire vivre et de propager la culture conversationnelle. C'est une culture qui s'invente, hein. Elle s'invente entre nous, elle s'invente avec les gens qui viennent nous voir, et les entreprises aussi qui viennent maintenant aujourd'hui, et qui sont beaucoup plus réceptives au sujet quand on est un tiers-lieu que quand on est un prestataire, par exemple. Absolument, parce qu'il n'y a pas le biais derrière en termes d'intérêt, c'est vraiment, je pense, donner la parole à tout le monde. Et à titre personnel, aujourd'hui, une bonne conversation, je rencontre beaucoup de monde, mais j'ai autant de dopamine que quelqu'un qui est sur un jeu sur son téléphone. C'est vraiment une joie de me dire, j'ai passé un moment avec quelqu'un et on a réussi à construire quelque chose de neuf pour l'un comme pour l'autre à ce moment-là. Et là, je me dis, tiens, tous les jours, j'ai peut-être ce rendez-vous-là, et je me dis, c'est magnifique, et j'aimerais bien que tout le monde vive ce plaisir de se dire qu'on n'est pas juste seul dans son coin, mais que
construire tout l'avenir, tout ce qu'on n'arrive pas à faire, tout ce futur incertain, il va se construire grâce aux conversations. Absolument, absolument. Et on parlait tout à l'heure de fracture sociale. C'est pas pour tomber dans le négatif, mais quelle est, selon vous, les différentes causes qui ont mené à cette fracture, ce contraste entre, au sein même de la population en France, mais partout ailleurs? C'est quoi les plus grandes causes et qu'est-ce qu'on devrait faire pour justement nous rassembler beaucoup plus, connecter beaucoup plus? La conversation est une solution, mais quelles sont les causes à l'origine, selon vous? Alors, il y en a sans doute, et je pense qu'on peut en exprimer plusieurs, mais je pense que la culture capitaliste a dans son sein des choses très positives, mais elle a aussi quand même un aspect particulier, c'est qu'elle rend les gens extrêmement individualistes, extrêmement immature, c'est-à-dire que dans ce système-là, on va satisfaire nos désirs extrêmement rapidement, donc on est extrêmement sensible aux logiques de frustration, et on s'enferme dans un monde où on peut, sans rien faire, avoir des désirs satisfaits qui ne nous poussent pas à aller vers l'autre. Et cette consommation de services et de biens un peu effrénés et souvent sans raison particulière, tu vois, un peu addictive, fait que d'un côté ça détruit des ressources, ça crée des écarts entre ceux qui ont accès à ces services et ceux qui n'ont pas accès à ces services, et ça enferme les gens dans une représentation très limitée des choses et une sorte de frustration complète et de difficulté à accepter justement un point de vue qui n'est pas le même que le leur. Et on voit bien que les réseaux sociaux, qui étaient aussi une magnifique proposition d'ouverture, ont contribué à renforcer ces bulles de représentation où finalement je me retrouve avec des gens qui pensent comme moi et du coup je n'accepte plus de parler à quelqu'un qui ne pense pas comme moi. Et il y a plein de petits phénomènes de cet ordre-là qui fait qu'on est rentré dans des cultures extrêmement individualistes où on n'a plus de sens, on a une perte de sens extrêmement forte et la fracture, elle est née de la perte de sens. Et aujourd'hui, elle peut être encore renforcée par des gens qui vont être populistes ou qui vont essayer de donner une vision très simpliste de la complexité du monde et vont encore appuyer un peu plus pour renforcer ces fractures. Après, on peut parler de fractures aussi entre pays riches, pays pauvres, occidentaux, etc., etc. Mais je trouve que l'essence pour ici, parce que je m'intéresse aux fractures dans un pays riche comme la France, elles sont vraiment liées à un système de valeurs qui ne fonctionne plus. Et selon vous, bon, déjà très intéressant, je partage totalement cette analyse. Quel est le rôle, selon vous, des gouvernements, bon, on est en France, mais des gouvernements, des entreprises, des différents acteurs dans le monde? Quelle est leur responsabilité, selon vous? Alors, je vais répondre parce que, à un sujet, là, les 2 ans de confinement, pandémie, télétravail, d'isolement encore plus fort, ont été pour nous une grande chance, parce que déjà, bon, ça a été difficile d'ouvrir parce que ce n'était pas possible, mais en même temps, tout le monde a compris 2 choses, l'importance du lien. Ça a mis en avant le fait que le lien avec les autres, c'était vraiment important. L'absence a permis de révéler ça. Et puis l'autre chose, je trouve que le débat climatique, de la RSE aussi pour les entreprises est devenu beaucoup plus élevé. Les États commencent à se mobiliser. Tous les grands groupes commencent à se mobiliser, toutes les grosses entreprises mettent dans deviennent Big Corp, entreprises à mission, il y a beaucoup de labels qui existent. En tout cas, il y a une prise de conscience, petit à petit, qui vient à la fois des organisations, mais qui aussi vient de la société civile, qui est là pour mettre en avant cette nécessité. Ça prend beaucoup de temps, et la vraie question c'est de combien de temps disposons-nous pour y arriver ? Et donc nous, on est un des acteurs de cette transition. Et d'ailleurs, ici, on reçoit beaucoup d'ONG, comme Ashoka, comme Greenpeace, des Restos du Cœur, voilà, qui viennent ici pour faire leur séminaire. C'est notre modèle économique. Nous, notre modèle économique, en tant que tiers-lieu, c'est par exemple de louer le lieu pour des gens qui viennent faire des séminaires, etc. Mais c'est surtout des gens qui sont concernés par le sujet, qui viennent ici plutôt qu'ailleurs. Vous avez répondu à une question que j'ai pas posée mais qui est très intéressante, donc merci pour ça. Moi je voulais, avec ma question précédente, c'était plus, selon vous, quelle
quel est le rôle que le gouvernement a à jouer là-dedans? Quel est le rôle que chaque entreprise doit jouer? Quelle est leur responsabilité à eux? Parce que on parle beaucoup des gens, et forcément les gens sont très importants, mais il y a des institutions qui sont là, qui portent une grosse responsabilité. Et je voulais simplement avoir votre perspective là-dessus. La politique, c'est d'essayer de rassembler autour d'une même ligne, un désir collectif des gens qui ne sont pas forcément d'accord. Il faudrait qu'ils sont très sensibles à la notion de conversation, et on s'aperçoit qu'il y a des forces qui à un moment poussent d'un côté ou de l'autre. Et là, les forces économiques en général ont poussé plutôt vers cette société très marchande et peu responsable sur les impacts qu'elle peut avoir. Et je pense que les enjeux des gouvernements aujourd'hui, c'est de prendre en compte cette inquiétude des citoyens et de faire en sorte que ces notions soient prises en compte. Là, en France, c'est un sujet maintenant qui fait partie du sujet, des sujets politiques. Est-ce qu'ils le sont assez pris en compte? C'est pas sûr. Je sais pas ce que tu en penses. Mais voilà, bien évidemment, c'est pas assez rapide. Bien évidemment, ça prend du temps. Mais néanmoins, je trouve que petit à petit, il y a une prise de conscience qui s'est accélérée en très peu de temps. Et heureusement qu'il y a des ONG qui aujourd'hui apparaissaient comme des activistes très radicaux et tout. Et maintenant, on commence à comprendre que c'est bien qu'ils soient là, qu'ils ont éveillé les consciences. Et là, on est vraiment au stade de la prise de conscience. Et je trouve que du coup, ce que vous faites, c'est ça aussi, hein, c'est contribuer. Et les conversations, c'est aussi la prise de conscience en soi, parce que on parle aussi dernièrement de ces sujets-là, mais aussi dans la capacité de se dire que si on veut avancer vers un avenir durable et désirable, il faut qu'on puisse le faire collectivement. C'est pas quelque chose qu'on va faire dans notre coin. Donc c'est en parlant ensemble, en ayant le bon niveau de conversation qu'on arrivera à le faire. Absolument. Absolument. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre temps. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Je ne sais pas si vous avez des dernières remarques à faire avant la fin de cette conversation, s'il y a un dernier mot que vous vouliez ajouter. Vous venez d'une école d'hôtellerie. Et pour moi, le métier que vous faites, c'est un métier de rencontre. Hein. Vous reliez des gens, vous êtes dans des métiers qui ont beaucoup évolué, hein, et vous êtes des experts de la conversation. Donc moi je serais très heureux de venir dans votre école, le faire, mais aussi de recevoir des gens qui ont votre métier. On a un café et on se dit ce café, on ne veut pas que ce soit un café comme un autre, et c'est un lieu où on doit vivre la conversation et travailler sur des formats. Ça peut être des tables d'hôtes, ça peut être des icebreakers qui permettent à des gens qui ne se connaissent pas de se rencontrer. Voilà, on est autour de ces sujets-là. Et je trouve qu'il y a sans doute des débats très intéressants, du mentoring et du reverse mentoring à faire avec vous. Absolument. Bah, écoutez, merci beaucoup. Et puis, à une prochaine fois, j'espère, à Paris. Merci.